Alors, on est ensemble donc jusqu'à 16h30 et j'ai cru comprendre que les ateliers avaient été passionnants. Bravo à Karen, Basma et puis aux équipes et à tous les intervenants. Et on va démarrer par notre table ronde d'actualité avec tous nos partenaires et puis nos membres du CAP. Et donc j'invite le président du CAP, les membres du CAP et puis nos partenaires. Donc Hakim Lalou, Emmanuel Rousselot, Johan Lacorte, Nicolas Henry. Alors pour les membres du CAP, donc je ne présente pas Philippe Pacheux, le président du CAP, à qui je vais céder la parole assez vite. Nathalie, Mathéo, Georges pour Batigère. Hein, heureusement que tu es là, Nathalie. Hein. Mais voilà, tu es là. Alors, Yves-Marie Hervé à tes côtés, Pierre-François Gouifès, hein, et puis donc Hakim, Johan, Emmanuel, Nicolas, voilà. Donc l'idée c'est de faire un petit tour de l'actualité du moment, hein, pour chaque organisation, hein, et y compris pour les membres du CAP, hein, du point de vue de leur société ou de leur groupe, on verra, hein, suivant. Et puis, vous le savez, Pierre-François est en charge aussi, en dehors d'être directeur général d'une ESH, il est aussi en charge de la commission numérique de la Commission Europe, hein, et il nous fera, on avait envie d'en profiter un peu pour vous parler un peu d'une actualité immédiate sur les sujets de SIEG au niveau européen. Voilà. Mais on va démarrer avec le CAP et donc avec Philippe Pacheux, président du CAP. Donc, président, l'actualité vue du CAP, par le président du CAP, et puis peut-être nos travaux en cours au niveau de la FEDE et du CAP. Bonjour à tout le monde. Invariablement, en cette période, on a un regard très attentif au niveau du CAP, comme toutes les sociétés, d'ailleurs, comme toutes les ESH, sur le projet de loi de finances. Voilà. Un sujet qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, il vient considérablement déterminer les conditions d'exercice de nos activités. L'objectif étant de regarder si nous apercevons des mesures qui vont venir faciliter l'exercice de nos interventions sur les territoires ou si nous apercevons des mesures qui peuvent venir les contrarier. Le projet de loi de finances, notre présidente Valérie Fournier l'a évoqué ce matin, laisse apercevoir assez peu de mesures encourageantes. Pour autant, le débat va débuter, donc on peut peut-être espérer quelques mesures favorables qui pourraient se dessiner dans les prochaines semaines. Les éléments ne sont pas favorables aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on aperçoit progressivement un désengagement donc de l'État qui se réaffirmerait aujourd'hui sous couvert des textes actuels si on prend en compte par exemple donc, le financement du FNAP, hein, à travers la CG2LS, donc c'est pas une bonne nouvelle effectivement pour les organismes de logement social. Bien évidemment la question de la RLS, la réduction de loyer de solidarité. Nous avions obtenu une mesure favorable en 2025 qui ne semble pas se reconduire en 2026. C'est quand même assez dommageable parce que ça vient considérablement affecter nos résultats, notre autofinancement. On avait aussi mis en perspective dans les discussions avec le gouvernement un accompagnement financier en matière de réhabilitation, en matière de renouvellement, notamment donc des éléments énergétiques. On n'aperçoit rien, sauf erreur de ma part, Didier, dans le projet donc, de loi de finances. Autrement dit, on a un ensemble donc, de mesures qui, loin de venir aider les organismes de logement social, dont les ESH, qui ont montré leur grand dynamisme pendant ces dernières années, loin de venir donc les aider pour faire face aux défis qui sont devant nous, qu'ils soient ceux de la construction ou ceux de la réhabilitation, on aperçoit finalement donc des mesures qui ne vont pas nous aider.
Alors ça, c'est un peu le volet logement. Probablement un autre secteur qu'on va regarder dans la loi de finances, c'est ce qui va concerner les collectivités locales. Les collectivités locales nous accompagnent sur un certain nombre donc, de mesures. Leur situation financière est aujourd'hui sous contrainte. On aperçoit là aussi des exigences nouvelles qui vont les concerner donc, au plan budgétaire, qui vont les amener très probablement à réduire les mesures d'accompagnement financier qu'ils avaient pu accorder jusqu'à présent. Alors on peut imaginer que celles qui n'avaient rien accordé ne seront pas incitées à en accorder. Et on peut aussi apercevoir une accélération du désengagement des collectivités locales. Donc autrement dit, des mesures de subvention publique, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales, qui se réduisent au fur et à mesure donc, que le temps passe. C'est un sujet d'ailleurs qu'on a pu apercevoir ce matin pour ceux qui étaient présents lorsqu'on a abordé la question du financement des réhabilitations. Et on a pu constater que le volet finalement subvention se réduisait au fil du temps. Donc voilà par rapport à la loi de finances les deux sujets que l'on regarde donc avec beaucoup d'intérêt. On va regarder aussi, c'est une question d'actualité évidemment, l'évolution des éléments macroéconomiques qui vont venir déterminer les conditions d'exercice de nos activités. Le TLA, bien évidemment, hein, le taux du livret A. La trajectoire est encourageante à la baisse. On espère qu'elle pourra aller au-delà en février prochain. Nous savons à quel point la montée violente et rapide du taux du livret A est venue considérablement affecter et affaiblir nos capacités financières. Donc ça remet un peu d'oxygène dans la machine. Donc ça, c'est un élément positif. Un autre élément que l'on va regarder, ça va être l'évolution de l'IRL. Et voir aussi comment, au-delà de l'IRL, puisque pour nous ce sont des recettes bien évidemment complémentaires, comment aussi les locataires côté APL donc, sont accompagnés, parce que nous avons quand même le souci d'avoir un bon accompagnement financier des locataires et avec un reste à charge le plus faible possible. Et un troisième élément qui pour nous va être important, c'est le taux des crédits dans l'immobilier. Pourquoi j'évoque ce sujet? C'est parce que nous développons de plus en plus l'accession à la propriété dans le neuf et dans l'ancien. Et on mesure depuis de nombreuses années à quel point les cash flows générés par la vente HLM sont importants, sont des facteurs déterminants dans notre capacité à investir. Donc il va sans dire que si des mesures de la loi de finances ne favorisent pas, à travers des dispositifs, la primo-accession à la propriété, parce que c'est finalement notre clientèle, si on n'a pas des taux de crédit dans l'immobilier qui sont aussi intéressants pour nos acquéreurs, ça va venir considérablement affaiblir notre capacité d'investissement. Voilà, Didier, quelques éléments d'actualité qui sont particulièrement observés en cette période sur laquelle nous allons travailler pour préparer les budgets et les prévisionnels de l'activité. Merci Philippe. Alors peut-être poursuivre un peu le tour côté ESH. Nathalie, qu'est-ce qu'on peut ajouter en termes d'enjeux pour les sociétés, pour les groupes de ESH, hein, dans le prolongement de ce que vient de nous indiquer Philippe Pacheux? Écoutez, alors moi, quand tu m'as appelé la semaine dernière, je me suis dit, Didier, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Donc j'ai un peu préparé ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et sincèrement, quels sont pour moi les enjeux, on va dire 2025, 26, 27, en tout cas ceux du secteur et ceux que je porte, moi, j'allais dire, avec beaucoup de conviction au niveau du groupe Batigère. Donc pour moi, les enjeux là, à court terme, et on l'a dit, il y a des défis nombreux et multiples. Déjà la conjugaison de rigueur budgétaire, au regard de tout ce que vient de dire Philippe, et ce qui a été rappelé par Valérie Fournier ce matin, c'est comment on conjugue en fait rigueur budgétaire et ambition sociale. Et ça, c'est un vrai défi. Donc je crois que ça, c'est le défi qu'on a devant nous. Et pour revenir en fait à nos activités, à ce qui peut nous occuper dans la dimension, on va dire, financière, pour maîtriser notre modèle économique, moi j'ai une vraie conviction, c'est qu'il faut qu'on en renforce le pilotage.
Et là, ceux qui me connaissent dans la salle voilà, vont sourire. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on renforce en fait, le pilotage à 2 niveaux. À la fois en termes de contrôle de gestion, au service de l'efficience opérationnelle. Et deuxième volet, et tu le soulignes Philippe, c'est comment on maîtrise et on pilote le cycle d'investissement au service de la création de valeur. Pour moi, c'est ça les 2 enjeux du secteur. En tout cas, c'est ceux que moi je porte avec beaucoup de conviction depuis quelques temps, mais que je tente de renforcer aujourd'hui. Alors, le premier, c'est effectivement le contrôle de gestion au service de la performance opérationnelle. Alors, quand je parle de contrôle de gestion, et je suis sûre qu'il y a des dirigeants dans la salle, il n'y a pas que des DAF, il y a aussi des dirigeants. Ce n'est pas que des tableaux de bord, le contrôle de gestion. Pour moi, c'est avant tout une affaire de management et de management des activités. C'est comment, effectivement, j'allais dire, on arrive à faire du collectif l'addition des compétences de chacun au service du cap qu'on s'est fixé. Et le cap, c'est comment on transforme ce modèle. Ça a été dit ce matin, hein, il n'y a plus de modèle, il faut le transformer. Et moi, je suis convaincue que l'addition des expertises, des compétences de chacun, elle doit être au service de cette transformation. Donc c'est d'abord une affaire de management et une affaire d'équipe. Et une entreprise, c'est déjà une grande équipe. Et quand je parle des directeurs généraux, pour moi, le DG, il est avant tout un chef d'orchestre. Ça veut dire que le chef d'orchestre, il doit s'assurer que chacun des membres de son comité de direction joue sa propre partition. Donc, joue sa propre partition pour atteindre les objectifs et contribuer à la performance de l'entreprise. Et après, chacun, il doit aussi s'assurer, un deuxième sujet, c'est qu'au-delà du fait que chacun des directeurs d'activité joue sa partition, il doit s'assurer aussi que parfois les partitions, elles sont communes. Parce que si tout le monde fonctionne en silo, je suis convaincue que ça ne fonctionne pas. Et si je prends un exemple, quand je vais livrer un logement, si à un moment donné, le développement immobilier, la gestion locative, ils ne sont pas d'accord sur l'objectif, on sait bien que ça va poser quelques grains de sable dans les rouages. Donc pour moi, le contrôle de gestion, ce n'est pas que des tableaux de bord, c'est effectivement les tableaux de bord que doit avoir le directeur d'activité pour s'assurer que l'ensemble des indicateurs sont au vert. Et s'ils ne sont pas au vert, c'est aussi son rôle que de trouver les voies et moyens, on va dire, d'améliorer les résultats pour contribuer à la performance. Donc je fais du contrôle de gestion en termes de processus et d'outils, plutôt une boussole. Donc pour moi, en tant que DAF, directeur financier, vous êtes une boussole et vous devez servir de guide et de boussole au service de la performance, en lien effectivement avec l'ensemble d'une direction. Ça, c'est le premier sujet. Donc le contrôle de gestion, j'allais dire comme vecteur en fait de performance opérationnelle. Et le deuxième sujet, pour moi, c'est comment on re-questionne le cycle d'investissement. Et tu l'as dit, Philippe, il y a cette question des ventes, alors à la fois en lot par lot, en bloc. On voit bien qu'on est en fait dans une tendance à accélérer les ventes, parce que ça devient un vrai levier de financement de nos investissements. C'est aussi un gros contributeur à nos résultats. Donc il y a cette question, effectivement, de la hausse des ventes. Comment, pour guider la trajectoire du cycle d'investissement, je regarde un peu les grilles multicritères. Alors, il y en a de nombreux, pas que financiers, mais je crois qu'on doit avoir l'œil rivé sur les grilles multicritères pour faire les choix sur les ventes. Et après, on doit s'interroger de l'impact des ventes. C'est quel impact, l'année où je vends, en termes de cash flow et de résultats, évidemment, comment ça contribue à cette équation l'année où je vends, mais aussi les années suivantes. Ce que j'ai vendu, en fait, comment c'était contributeur en autofinancement et en résultat. Pour qu'effectivement, dans le cycle d'investissement, et là j'y reviens, les cash flows que je génère, c'est des fonds propres. Et bien ces fonds propres-là, comment je les réinvestis? Et c'est ce que tu disais, Philippe, c'est la dualité entre, effectivement, construction neuve pour continuer de développer l'offre et celle d'investir sur le parc existant avec les réhabilitations. Et on sait très bien que là, pour le coup, je ne vais pas dire qu'on a un mur d'investissement, mais on a des enjeux croissants, à la fois climat énergétique, décarbonation et autres. Et là, cette double équation, il faut qu'on arrive à la tenir. Et quand je suis sur la question des investissements en construction neuve, peut-être un ingrédient qui me semble devoir être mis en fait, dans nos process et nos organisations, c'est comment l'économiste de la construction, en tant que métier, nous aide aussi pour challenger les modes constructifs, benchmarker les coûts et être un appui rigoureux à l'optimisation du pilotage du cycle d'investissement. Alors ça, c'est le premier sujet. Et quand je reprends les réhabilitations, il y a tout ce qui a été dit. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'atelier 4 là,
sur le financement des réhabilitations. Plein de choses intéressantes, en fait, je vous invite à le revoir pour ceux qui n'y étaient pas, avec un certain nombre de dispositifs de ce que moi j'appelle fonds gratuits, entre guillemets, parce que je ne sais pas s'ils sont vraiment gratuits, mais comment on optimise en fait le plan de financement à un moment où on sait que globalement, les coûts, ils ont fait plus 30% en 5 ans, que ce soit en construction neuve ou en réa. L'équation, c'est vrai qu'elle est compliquée. Donc il y a effectivement cette question des économistes de la construction, mais il y a aussi, et Hakim est à côté de moi, PrioRéno, qui est un outil en fait qui a été développé par la Banque des Territoires, et on a eu la chance de participer à l'échelle du groupe, je crois que ça a été la semaine dernière ou la semaine précédente, à une présentation ou une représentation de PrioRéno. Mais c'est vrai que dans le moment où je parle, peut-être qu'on y a pris plus d'attention que la dernière fois, Hakim. Et en tout cas, on s'est engagé à l'échelle du groupe à remettre en fait cette dynamique PrioRéno, qui est un outil qui va guider en fait la trajectoire énergétique pour l'optimiser dans nos processus, parce qu'effectivement, c'est un réel outil. Enfin, moi, je crois qu'en fait, on est tous au service de la performance et qu'effectivement, quand on arrivera à conjuguer, on va dire, à la fois l'amélioration du cycle d'investissement pour être créateur de valeur, en tout cas s'assurer de ça, et à piloter mieux ou à renforcer notre contrôle de gestion à tous les niveaux de l'entreprise pour être un vrai vecteur de performance, je pense que peut-être on pourra réussir effectivement la transformation du modèle. Alors peut-être aussi ce que je vais souligner au-delà de PrioRéno, c'est l'outil Visial. Alors c'est vrai que la Fédé a été en avance sur ce sujet-là. Il y a quelque temps, quand Karen a osé, avec ton impulsion, Didier, imaginer qu'on pouvait à la fois porter un sujet de prévisionnel à moyen terme, mais aussi y embarquer toutes les fédérations. Alors là, bravo, parce qu'on a réussi, et je crois qu'effectivement, on en avance sur cette dynamique-là, parce que là, pour le coup, c'est l'outil, alors imparable chez nous, Batigère évidemment, mais auquel les uns et les autres, je vous invite en fait à questionner, re-questionner, parce que le questionnement de nos plans d'investissement, plans stratégiques de patrimoine, en y intégrant la partie énergétique, pour voir comment ça se modélise en termes d'équilibre financier, ça permet de piloter sa stratégie. Voilà. Et puis après, sur les autres enjeux, parce que j'ai encore le micro, je le garde, au niveau d'un groupe, alors quand on est à l'échelle d'un groupe, dans le cadre des nombreux défis qu'on a devant nous, il y a à la fois les défis financiers, mais il y a aussi les défis de société, les défis sociétaux, l'IA qui vient bousculer et accélérer la transformation digitale, qui doit effectivement nous interroger aussi sur la manière dont on intègre cette transformation digitale dans nos pratiques, nos organisations, nos processus, là aussi au service de l'efficience. Ce n'est pas sans risque. On parle beaucoup de cybersécurité, et là, effectivement, c'est des vrais sujets, mais je crois qu'en fait, c'est une vraie opportunité de transformer nos organisations et nos modèles pour être plus efficaces. Quand on est à l'échelle d'un groupe aussi, on a la possibilité de mutualiser des compétences, des expertises spécifiques. Et nous, par exemple, on s'est fait noter par Moody's, agence de notation internationale. Alors, qu'est-ce que ça a permis? On a commencé en 2018, le groupe Batigère. Alors, au début, on s'est un peu fait accompagner, puis on a acquéri la compétence. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, ça nous a permis d'aiguiser nos pratiques et d'avoir des regards un peu différents sur nos indicateurs et ceux du secteur. Ça nous a challengés et ça nous a renforcé en fait l'exigence et la rigueur par rapport à ça. Donc ça permet ça aussi d'être à l'échelle d'un groupe. Ça permet en fait d'avoir multi-critères, multi-compétences au service de tout ça. Et pour boucler la boucle, je crois qu'on doit faire aussi résonner notre voix autrement que sur les aspects financiers. Et moi, je crois beaucoup, on a parlé tout à l'heure de RSE, taxonomie, CSRD, tous ces mots un petit peu barbares. Je crois que c'est une vraie opportunité pour faire résonner autrement notre voix et parler plutôt que de coûts de plus-value sociale. Qu'est-ce qu'on apporte et comment on est capable de conjuguer notre mission sociale en la faisant résonner de manière plus forte avec effectivement les contraintes qui sont devant nous. Voilà. Merci Nathalie. Bon, on va continuer le tour des ESH avec les membres du CAP. Yves-Marie, donc tu es à la tête d'une ESH et puis ton groupe, c'est INSAC. Les enjeux aux deux niveaux? Oui, merci Didier. Alors oui, j'ai le plaisir d'être à la tête, non de piloter, manager une ESH de taille modeste qui a un territoire de jeu sur le département de la Sarthe. On gère à peu près 6500 logements aujourd'hui.
Et nous sommes associés dans une coopérative de coordination. Nous, on ne dit pas une SAC, on dit une coopérative, parce que vous le verrez, pour nous, la coopération est déterminante. Cette coopérative, je dis souvent en plaisantant que c'est la seule qui est internationale, puisqu'elle couvre à la fois la France et la Bretagne. Elle va donc de Tours à Brest, en fait, et elle rassemble 6 coopérateurs. Alors quand tu m'as appelé aussi la semaine dernière pour me proposer d'intervenir et me donner un peu le thème, je crois que je t'ai répondu que je serais très opérationnel. Et je trouve que ça peut se compléter avec l'intervention de Nathalie. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir passer la journée de vendredi dernier avec le DGA de Mancel d'Habitation en charge de l'immobilier et de la clientèle. Donc, je lui ai demandé ce qu'il aurait souhaité partager avec vous. Et puis, j'ai eu la chance de venir ce matin dans le TGV avec le DGA Finance. Et je lui ai aussi posé des questions, lui ai demandé ce qu'il trouverait intéressant de partager. Tu as parlé tout à l'heure, Nathalie, tu as employé le mot défi. Oui, pour nous, le défi aujourd'hui est un défi de production. Pas pour le plaisir de construire des immeubles, même si dans la fierté d'un directeur général, c'est bien de pouvoir dire j'ai construit ça, même si on n'a pas monté beaucoup de parpaings dans notre vie. Mais il y a un vrai besoin, une vraie nécessité. Je suis sur un territoire qui, pendant de nombreuses années, était considéré par les administrations comme un territoire très détendu et sur lequel il ne fallait plus faire grand-chose. Et localement, on tenait toujours le discours en disant peut-être aujourd'hui, mais vous verrez un jour. Et la couleur de ma barbe vous laissait penser que ça fait quelque temps que je suis dans cet univers. Et ce jour est arrivé aujourd'hui où le territoire qu'on disait détendu il y a 20 ans est maintenant tendu et on n'a pas préparé cette situation. On avait ralenti la production et maintenant on est face à un mur. On doit faire face à la difficulté des ménages, avec le desserrement des ménages notamment, avec une adaptation du parc qui est nécessaire, transformer les grands logements en petits logements, avec donc de l'ingénierie financière aussi à mettre en œuvre pour financer tout ça. Et donc j'ai voulu participer au même atelier que toi ce matin sur le financement de la réhabilitation. Donc défi de produire, de trouver le bon produit, le produit qui répondra à une demande d'aujourd'hui et de demain. Et puis, tu parlais, Philippe, je crois, de la difficulté des collectivités qui vont moins nous subventionner. Elles vont aussi moins nous apporter de foncier à des conditions avantageuses. Même les petites collectivités qui étaient encore assez ouvertes à l'accompagnement du logement locatif dans son investissement en proposant des fonciers parfois aménagés à des conditions avantageuses, aujourd'hui, elles vont chercher à valoriser ce foncier pour alimenter leur propre budget. Et ça va être de plus en plus compliqué de construire sur des zones, notamment ce qu'on appelle la zone 3, même dans des pôles de centralité. Je vous ai parlé de la tension sur la demande, et cette demande, on doit la gérer avec... et là, vous comprendrez que c'est le DGA clientèle qui s'exprime par ma voix. L'empilement des concertations, contraintes, contrôles. Alors, il m'a cité plein d'acronymes. La CIA, la CIL, l'ACUS, la question des premiers quartiles, la gestion du contingent préfectoral, le bilan EOL. Dans le quotidien des équipes, ça représente une charge de travail importante. Et même si j'ai conscience de m'adresser à des financiers aujourd'hui, cette charge de travail, c'est aussi des équipes qu'il faut missionner sur ces travaux, et donc il faut rémunérer. Donc ça contribue à alourdir le coût de gestion de nos organismes, avec parfois sur nos territoires une rentabilité sociale plus que réduite dans ces démarches. Sur la coopérative de coordination, je vous l'ai dit, on est dans une
dans une dynamique qui est très très horizontale. En fait, L4H, cette coopérative de coordination, n'a pas un seul salarié. On fonctionne avec l'énergie des 6 coopérateurs, et avec cette énergie, on a développé plusieurs opérations, de nombreuses mutualisations d'achats. On a eu l'occasion de travailler sur les assurances. J'étais très intéressé aussi par l'atelier de ce matin sur les assurances, parce que je me suis dit qu'on allait pouvoir aller encore plus loin avec nos collègues de L4H. On est vraiment dans cette idée de partager des expertises face à une difficulté ou devant une opportunité qui est identifiée par les équipes. L'idée, c'est est-ce que l'un d'entre nous a déjà une solution ? Et s'il l'a, est-ce qu'on peut la dupliquer ailleurs? Et si personne n'a la solution, on cherche cette solution ensemble et on va développer des nouveaux produits. Le premier exemple auquel je pense, c'est la création d'un OFS. Notre SAC a créé un OFS, l'OFS du Grand Ouest, qui en est déjà à la préparation, je crois que c'est sa 5e opération, alors qu'il a été créé il y a un peu plus d'un an, un an et demi, je crois. Et on est vraiment dans une dynamique d'action. Notre SAC, quand on a voulu la créer, on s'est dit on ne veut pas créer une SAC de pouvoir. On veut créer une coopérative d'action et de projet. Et ça fait maintenant quelques années, j'ai du mal à revenir en arrière. Je crois qu'on a commencé nos travaux en 2017, donc ça fait très très longtemps. On a eu une première étape qui était le premier souffle, le premier sprint pour la création de la SAC. On a ensuite une deuxième course, peut-être un 5000 mètres. Et l'enjeu, pour revenir à ta question, l'enjeu pour ce que les administrations appellent le groupe L4H, ce que nous appelons la coopérative L4H, maintenant, c'est de trouver ce troisième souffle pour partir sur peut-être un marathon et développer encore des projets et emmener nos équipes, puisque tu le disais aussi, Nathalie, tout à l'heure, l'enjeu, c'est de mettre nos entreprises en projet pour apporter des services aux habitants et des réponses aux collectivités. Et cette dynamique de coopération, on était très, très heureux parce que juste à la fin de notre deuxième étape, après notre 5000 mètres, on a eu le plaisir d'avoir la visite de nos amis de Lancols. Et ils nous ont rendu leur copie. Et cette copie, c'est 0 observation, 0 recommandation, et vous cochez toutes les cases de ce qu'a voulu le législateur dans la loi pour l'exercice des compétences. Donc, fort de cette réussite et de la bénédiction de nos administrations, on s'est dit, on va continuer, on va amplifier et on va amener nos équipes encore plus loin. Donc, vous voyez, je suis un peu à côté de la préoccupation de financier peut-être, mais j'ai la faiblesse de penser que dans l'entreprise, tout est finance, le locatif, la construction, et donc vous êtes les financiers, vraiment les pivots de notre organisation pour alimenter nos dynamiques, les alimenter financièrement et peut-être aussi parfois participer à nos réflexions. Je le vis au quotidien chez moi, en tout cas, n'est-ce pas Guillaume ? Merci Marie, merci pour cet optimisme de gestion d'entreprise. Alors, Pierre-François, on conclut le tour des ESH avec toi? Oui, très bien. Bonjour à tous. Juste, effectivement, pour évoquer les commissions auxquelles je participe, qu'évoquait Didier Poussou tout à l'heure, juste la commission numérique qui est animé par Nicolas Aline. Je rappelle qu'on a fait avant l'été quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous, une session concernant la réforme relative à la facturation électronique. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de la fédération et de Nicolas Aline. On avait eu jusqu'à 130 participants, enfin, des débats assez complets avec deux opérateurs. Donc, je revenais sur cette casquette-là. Juste quelques mots sur RLF. Donc RLF, c'est l'acronyme de Résidence le Logement des Fonctionnaires, et c'est une ESH qui est
rattachés indirectement aux ministères économiques et financiers. Donc nous, on considère qu'on a une obligation de réserve par rapport à ce que fait les ministères économiques et financiers. On ne commande pas de façon générale. Nonobstant, par rapport à ce qui a été dit sur le contexte, globalement, il faut quand même avoir conscience que le secteur du logement social et donc les ESH sont quand même très branchés sur la dépense publique. Hein. Et donc à un contexte assez tendu, objectivement assez incertain comme aujourd'hui, peut-être pas forcément à court terme, mais au début ce qu'a dit Philippe Achaud, il y a des conséquences à court terme, mais globalement, plus du quart des loyers des organismes de logement social est financé par l'APL. Il y a dans le modèle économique l'exonération de taxes foncières, etc. etc. Donc globalement, je pense qu'il faut avoir conscience quand même de cette situation de dépendance à moyen terme et en prendre conscience pour s'y préparer. Sur RLF, nous, on est dans une société de coordination qui s'appelle Domus Nostra, avec une filiale du groupe Polylogique qui s'appelle Tromoulin Habitat et un troisième membre. Alors, je suis assez médiocre par rapport à mon voisin, puisque nous, pour le rapport en cols sur Domus Nostra, on a eu une observation. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui peut être d'intérêt général pour vous. C'est la seule observation qu'on a eue, c'est la demande de l'Ancols de faire une planification à moyen terme de la situation financière des membres de la société de coordination via la combinaison des comptes des uns et des autres, ce qui est, ce que l'Ancols considère comme une obligation, enfin une nécessité par rapport à la compétence obligatoire relative à la soutenabilité financière. En tout cas, c'était ça. Je pense que ça peut être un point intéressant. Et je vais passer effectivement, comme le suggérait Didier, aux sujets européens, donc qui sont, avec les slides aimablement préparés par Elisabeth Alves, qui est la personne de la fédération qui suit très étroitement les sujets avec moi. Donc, on fera d'ailleurs, si ça vous intéresse, une commission Europe d'ici la fin de l'année. Donc, sur les événements récents, donc d'une part, effectivement, il y a une volonté de l'Union européenne, particulièrement la Commission, de s'intéresser au sujet logement, notamment dans la suite des élections européennes de juin 2024, avec la nomination d'un commissaire européen spécifiquement dédié au sujet logement et également au sujet énergie, le Danois Dan Jorgensen, la mise en place d'une task force avec un fonctionnaire bureaucrate européen pour suivre ça. Et puis, effectivement, il y a la volonté, il y a le constat partagé par de nombreux membres de l'Union européenne qu'il y a une situation de crise du logement dans beaucoup de pays, qui, effectivement, a un caractère protéiforme. Et donc, le premier volet, c'est ce que vous avez sur la diapositive, c'est donc la présentation d'un plan pour le logement abordable, qui est prévu pour avant la fin de l'année 2025. Parce qu'effectivement, le logement social, c'est très, compréhensible, adapté, pertinent, approprié pour le contexte français, pour beaucoup de pays, même si c'est effectivement, il y a des pays où il y a des secteurs du logement social qui sont quand même objectivement résiduels. Donc la problématique un peu transversale qui concerne tous les sujets, c'est le sujet du logement abordable, avec des situations assez différentes. Donc effectivement, il y a une réflexion dans le cadre de ce plan qui est en train d'être préparé, sur lequel il y a une consultation qui se finira dans les semaines qui viennent, le renforcement d'une plateforme d'investissement, le sujet de la révision des aides d'État du SIEG, sur lequel je vais revenir juste après, le doublement des montants du fonds de cohésion, une stratégie européenne pour la construction de logements, effectivement, et puis des sujets un peu transverses sur l'utilisation,
l'utilisation appropriée du parc existant, puisqu'effectivement, on est dans un modèle de sédimentation où les logements nouveaux ne représentent qu'une partie objectivement très faible du stock global de logements. Et ça, c'est un problème tout à fait transverse à l'Europe, comme le problème général du modèle économique de la réhabilitation qui a fait l'objet d'une table ronde ce matin, qui est vraiment un problème pan-européen, enfin quasiment universel d'ailleurs. Et puis, effectivement, des sujets particuliers sur le sans-abrisme pour, effectivement, la lutte contre les modèles de type location touristique, Airbnb, etc. Et puis, effectivement, des mesures anti-spéculation. Donc, globalement, et avec, effectivement, une couverture générale sur les sujets de la performance énergétique des logements. Si on passe maintenant au sujet du SIEG, ça doit être après, voilà. Donc, alors, pour préparer cette réunion, cette réunion, effectivement, j'ai fait un petit peu de préparation avec Elisabeth Alves, et en fait, il y avait, avec une forte pression, notamment des Pays-Bas, une pression forte des Pays-Bas, une volonté de réviser, le régime des aides d'État pour différents secteurs, et notamment le secteur du logement. Et alors, la position de l'USH était, plutôt d'avoir une stabilité de ce cadre, donc effectivement, qui tenait en 35 mots, puisque avant le cadre qui ne concernait que le logement social, c'était des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé. Enfin, globalement, c'est ça, excusez-moi, je reprends, parce qu'il y avait plein de choses, y compris hors du logement social. Enfin, on avait la réponse à des besoins sociaux pour, des gens qui ne sont pas, qui ne peuvent pas avoir accès au logement dans les cadres des conditions de marché. Donc on est passé avec le projet de nouveau SIEG à, d'une part, un texte qui faisait 35 mots, vraiment traiter les besoins sociaux pour les pollutions de logement social, à un texte qui fait 2400 mots. Donc on a vraiment, la bureaucratie européenne a fait quelque chose de relativement important. Je répète, excusez-moi, je ne retrouvais pas mon texte avant, c'était y compris, excusez-moi, j'ai pris avec mon téléphone. C'était l'ancien siècle, c'était y compris la fourniture de logement social aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés pour qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement en conditions de marché. Donc c'était quelque chose qui était exclusivement orienté logement social et très limité, donnant une grande liberté aux États dans la rédaction de la transposition du siècle dans leur législation nationale. Et on est passé à, effectivement, je vous disais, quelque chose d'absolument considérable, avec une séparation avec 2 SIEG, ce qui correspond d'ailleurs à la position de la Fédération des ESH, puisque la position de la Fédération, de la présidente, du directeur général et de moi-même, c'est plutôt de rester, fidèle à un modèle plutôt généraliste du logement social qui, certes, traite les personnes défavorisées, mais également accompagne les classes moyennes. Donc ça, on l'a dans le nouveau SIEG, avec une séparation entre un SIEG logement social et un deuxième SIEG logement abordable, et avec un niveau de précision qui a explosé, puisque globalement, je vous ai cité les 35 mots qu'on avait avant. Il y a maintenant les normes minimales de qualité fournies, ça c'est pour le logement social, fournies à un prix inférieur au prix de marché, disponible à des fins de logement social pendant une durée minimum de 20 ans. Et par contre, vous avez vraiment beaucoup dans la proposition de nouveaux règlements SIEG, vous avez vraiment un nombre absolument énorme de critères qui sont prévus pour le logement abordable. Donc, à ce stade, c'est une proposition. Peut-être que, notamment, il y a des considérants généraux dans le projet de règlement qui sont un texte absolument énorme, avec des précisions sur la performance énergétique, la structure des prix de marché. En tout cas, ça ouvre la voie aux opérateurs de logement social d'avoir une activité de logement, en France, qu'on appellerait logement intermédiaire, à côté du logement social.
Mais en même temps, il y a la volonté, en tout cas tel que là, ça apparaît dans le projet de règlement, d'ouvrir le logement intermédiaire à des opérateurs autres que des opérateurs de type organisme de logement social, mais également des organismes privés. Voilà, et donc là, on doit répondre à cette proposition de règlement qui est en discussion avant la fin de l'année 2025 également. Et bon, je pense qu'il faudra un petit peu simplifier les choses. En tout cas, maintenant, on est parti. Et ça, c'est un peu ce qu'on pensait à la fédération et voyant un peu les rapports de force au sein de l'Union européenne, avoir, je veux dire, un siège logement intermédiaire, logement abordable, pardon, à côté d'un siège logement social. Voilà ce que je pouvais dire, Didier. Merci Pierre-François, très, très complet ton intervention avec le volet européen. Alors, on aura un moment d'échange avec les participants, avec la salle. On va revenir au niveau national. On a parlé de simplification parmi les interventions là, des membres du CAP. C'est un sujet essentiel. On a parlé de la vente HLM. On a parlé des CUS. Il se trouve, Johan Lacorte, qu'il y a un texte qui est sorti là tout récemment. Et peut-être on pourrait commencer par ça en termes d'actualité avec vous au niveau de la DHUP. Merci Didier, bonjour à toutes et à tous. Je suis Johan Lacorte, donc je suis à la DHUP, sous-directeur de LO, donc législation de l'habitat et des organismes de logement social. D'abord, je souhaitais vous remercier Didier et puis l'ensemble des ESH pour cette invitation qui nous permet effectivement de porter un peu notre parole et puis de faire un point sur les sujets sur lesquels nous travaillons. Nous avons évidemment à la DHUP assuré la continuité pendant la période qui maintenant a pris un terme et nous avons un gouvernement. Donc néanmoins, pendant toute cette période un peu incertaine qui s'est terminée, nous étions sur le pont. Et dans les sujets d'actualité, effectivement, on a la PPL dite Uvart, du député Uvart, qui vient d'être adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. C'était le vote qui manquait. Alors, il est possible qu'elle soit transmise ou que certains de ces articles soient transmis au Conseil constitutionnel. Je n'ai pas encore l'information aujourd'hui, mais en tout cas, sa promulgation maintenant ne devrait plus trop tarder. Il y a deux mesures que nous avons réussi à faire porter par le gouvernement précédent dans cette loi, l'une sur la simplification des conventions d'utilité sociale, d'une part, et l'autre sur la simplification d'accès aux données du système national d'enregistrement de la demande de logement social, enfin le fichier du GIP SNE. Donc, sur les CUS, une première mesure donc, de simplification. Je crois que vous avez évoqué le coût de gestion que parfois ça peut représenter avec jusqu'à présent des documents qui pouvaient parfois atteindre 300 pages. Donc là, on a une mesure qui permet de les réduire à leur strict nécessaire avec un engagement pris par le bailleur vis-à-vis de l'État sur la production du nombre de logements. Et puis ensuite, un certain nombre d'indicateurs qui seront réduits là aussi par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Entre 5 et 6 indicateurs, ça reste évidemment pour l'instant à définir par voie réglementaire. Donc voilà, on se réjouit en tout cas que ces discussions qui ont pris de nombreux mois, en fait, presque un an, finissent par aboutir. S'agissant de l'accès aux données du SNE, on a plusieurs points. D'abord, la simplification des échanges entre les bailleurs et le GIP, la simplification des accès, la clarification des modalités d'accès à des données qui, vous le savez tous, ont un caractère personnel et donc présentent une certaine sensibilité. Ces données-là n'ont pas vocation à transiter n'importe où sans précaution. Également, une simplification d'accès aux données d'occupation du parc. On évoquait tout à l'heure le volet éole. C'est un sujet qui fait l'objet d'attention politique, d'attention de la part des instances de contrôle également. Ça permettra là aussi d'avoir des données fiabilisées. Et puis, toujours dans cette mesure sur les données, deux autres points. La fiabilisation via la mise en place d'une API avec la DGFiP qui permettra donc d'avoir le revenu fiscal de référence dans le système d'information. Donc là, on a là aussi pris une disposition qui permettra de
de fiabiliser cette information qui est indispensable. Et puis, un dernier point plus secondaire, mais en tout cas, la simplification d'accès pour les chercheurs via le centre d'accès sécurisé aux données, le CASD pour ceux qui connaissent, mais en tout cas, c'est l'instance qui, en France, permet d'accéder à des données à caractère personnel pour des chercheurs sans nécessairement aller passer par d'autres tiers. Voilà. Donc ça, c'est sur la loi UVART. Également, dans l'actualité, évidemment, le projet de loi de finances pour 2026, ça a été évoqué. Permettez-moi, alors pour le coup, de reprendre l'anaphore du Premier ministre, mais le gouvernement a proposé une copie. Le gouvernement en débattra avec le Parlement, et puis au final, le Parlement votera. Et à la place qui est la mienne, je peux guère vous dire davantage aujourd'hui. Toutefois, s'agissant de plusieurs points qui appellent l'attention, notamment la RLS, le versement par la CG2LS, Emmanuel est à mes côtés, au FNAP, et bien là, on a quand même une copie qui part de ce que prévoit actuellement la loi, à savoir donc un montant, un produit de la RLS qui est de l'ordre de 1,3 milliard, et puis un versement au FNAP de 375 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est la copie de départ que le gouvernement a déposée au Parlement, et évidemment les parlementaires et les professionnels en liaison avec les parlementaires feront ensuite, je dirais, leur travail. Peut-être un point aussi, ça a été évoqué sur le plan logement abordable de la Commission européenne. Nous travaillons évidemment dans les services de l'État à faire remonter une position des autorités françaises pour le 3 novembre, enfin le 4 novembre. Alors évidemment, je comprends que ça suscite un certain nombre d'interrogations. Il y a une décision qui aujourd'hui existe et qui est celle de 2011, la décision Almunia de la Commission européenne, qui fixait quand même en réalité un certain nombre d'obligations pour l'ensemble des siècles. On parle de logement social, mais qu'on parle aussi de transport aérien, maritime, qu'on parle d'hôpitaux, de santé exactement. Cette décision, finalement, par rapport, quand on la compare au projet de décision que la Commission européenne a transmis, il n'y a pas tant d'évolution que ça en réalité sur le logement social. Il y a des petites évolutions, mais globalement, le cadre reste quand même assez cohérent et assez identique, même si effectivement, il prévoyait déjà un certain nombre d'obligations assez précises. En revanche, la grande nouveauté, c'est, comme vous le disiez, monsieur, c'est la création d'un SIEG séparé pour le logement abordable, qui permet finalement d'intervenir dans un cadre sécurisé pour notamment en droit interne, enfin le LLI. Voilà ce que je peux vous dire en termes d'actualité, très brièvement, mais je serais heureux de répondre à des questions s'il y en a. Merci Johan. Alors, Elisabeth Alves-Diaz, notre directrice juridique, reviendra tout à l'heure, hein, je le sais, sur un certain nombre de sujets. Elle fait des tableaux avant, après, hein, d'un certain nombre de textes et qui sont extrêmement appréciés et qui sont extrêmement utiles. Et on s'apercevrait sur les CUS qu'on est un peu à front renversé avec ce qu'évoquait Pierre-François au niveau européen. Si on comptait le nombre de paragraphes qui ont disparu et le nombre de mots qui restent, on verrait que le texte a diminué. Hein. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Et je crois même que ça a été relevé, mais je ne vais pas citer l'auteur, hein, par un député qui s'étonnait de toutes ces simplifications pour ce secteur du logement social. Et c'était plutôt un compliment pour nous, puisque ça répond à des attentes très fortes du secteur, comme l'ont exprimé les membres du CAP. Alors on a le plaisir d'accueillir Emmanuel Rousselot, donc le nouveau directeur général de la CG2LS. Hein, auparavant, il a occupé un certain nombre de fonctions dans le secteur, notamment pour le FNAP, hein, mais ce n'est pas le sujet pour lui aujourd'hui dans cette table ronde. Et peut-être de revenir, mais quand même, il y a quand même un certain nombre de cotisations là, qui transitent par l'organisme qu'il dirige désormais là, depuis le 1er octobre. En tout cas, on est ravis de l'accueillir. Je crois que c'est ça peut-être sa première. On avait un CA de la CG2LS hier, où siège la présidente de la fédération. Je crois que c'est peut-être la première sortie dans notre milieu professionnel, enfin, dans ce type de configuration depuis qu'il est directeur général. Donc ça, c'est un grand plaisir pour nous. Et puis, donc, il y a plein d'actualités au niveau de la CG2LS. Et je vais le laisser peut-être nous en parler.
Merci d'être avec nous aussi. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup Didier pour l'invitation. Je suis très heureux de participer à cette table ronde. Alors effectivement, ma première table ronde dans mes nouvelles fonctions, mais pas ma première sortie. Voilà. Moi, je voulais peut-être commencer par dire qu'il y avait quelques mots qui m'avaient frappé là depuis le début de nos échanges, que j'ai entendu notamment dans les collègues des ESH et qui sont particulièrement intéressants et importants, je trouve également dans le regard qu'on peut porter à la CG2LS, donc les mots d'exigence, de défi, de performance, de pilotage. J'ai aussi entendu on est face à un mur, l'adaptation, la planification moyen terme, également faire résonner la voix d'autres aspects que les seules questions financières. Effectivement, enfin tout ça me parle parce que voilà, ce sont des choses qui nous sont données à voir à la caisse. Alors je voulais commencer par peut-être vous faire le point le bilan 2025 du dispositif de prévention et de détection des bailleurs en difficulté, donc qui vient effectivement d'être présenté en CA et qui en fait constitue l'un des exercices importants de la caisse, notamment pour permettre à la fois de suivre les points de risque et puis de les anticiper et puis d'éviter que derrière les bailleurs ne viennent en plan à la caisse. Alors rapidement, donc on suit un certain nombre d'indicateurs financiers que vous connaissez tous, mais pas que dans le dispositif de prévention. C'est aussi quelque chose qui s'est renforcé depuis 2 ans avec le suivi notamment de la part d'étiquettes énergétiques F&G, l'intensité productive, le poids des annuités d'emprunt. Également, on suit le caractère plus ou moins impactant pour les bailleurs du NPNRU. Et puis, depuis plus récemment, on a aussi accru la prise en compte de l'appartenance à un groupe dans la situation en fait du bailleur. Donc en gros, est-ce que le groupe vient en soutien de ses filiales? Quelles sont ses modalités de pilotage? Et c'est également très important pour ne pas regarder uniquement le bailleur dans sa situation isolée. Alors, c'est quoi le résultat? Il y a 2 notions, il y a le suivi, il y a les bailleurs en suivi à la CG2LS et il y a les bailleurs dits fragiles qui bénéficient d'un suivi renforcé. Bon, on est sur des comptes, alors on est peut-être moins en prospective pour le coup, mais que ce qui vient d'être dit là. Donc on est sur l'analyse des comptes 23, donc évidemment on a une grosse progression du nombre de bailleurs en suivi, puisqu'on passe de 61, alors ça c'était en 2023 à 85 en 2025. Avec les familles qui sont les plus représentées sont les familles de MOI et les EPL. Côté ESH, où j'essaierai de vous donner à chaque fois la déclinaison ESH des éléments que je vais vous donner. Donc il y a 6 ESH qui sont en suivi actuellement à la CG2LS. Alors, parmi ces organismes, il y a ceux qui sont qualifiés de fragiles et donc qui vont engendrer un suivi renforcé de la part de la caisse. Les autres qui sont moins fragiles, qui peuvent présenter qu'un ou 2 critères d'alerte ou dont les tendances prévisionnelles peuvent montrer qu'il y a une difficulté ponctuelle mais qui ne va pas se poursuivre, ou alors que lorsqu'il y a un groupe qui les soutient activement, ce suivi, il est quand même fait, mais il est de la responsabilité du coup plutôt exclusive de la fédération pour les avoir donc en visibilité. Donc le nombre de bailleurs fragiles dans le bilan 2025 du dispositif de prévention passe de 13 alors c'était un chiffre 2023 à 23 donc en 2025. Donc en 2 ans, on a près de 50% en nombre de bailleurs fragiles en plus. Alors côté ESH, il y en a une. Voilà. Alors les raisons de l'augmentation des bailleurs suivis, elles ont été dites, je les répète, mais vous les connaissez. C'était les questions de hausse du taux du livret A, le contexte inflationniste qui évidemment renchérit les charges et également les interventions patrimoniales dans les prévisionnels. Et puis pour certains bailleurs aussi des questions de hausse des coûts de gestion et des risques locatifs. Alors, selon nous, la situation sur la base des comptes 25, donc on en a encore fait, devrait néanmoins améliorer la situation,
notamment avec la redescente du taux du livret A, la baisse de l'inflation, également en 25. Alors bon, je le rappelle, la baisse de la RLS et puis les quelques aides à la rénovation énergétique qui ont été mises en place en 24 et 25. Sur l'activité de la caisse plus particulièrement en matière de garantie, les ESH représentent environ 79% des nouvelles garanties accordées par la Caisse. Alors l'an dernier, c'était 234 millions d'opérations nouvelles garanties. Cette année, au 30 septembre, pour les ESH, cette année au 30 septembre, c'est 128 millions, c'est toujours à peu près 79%. Et pour que vous ayez en tête un chiffre, les ESH, c'est 3/4 de l'encours total garanti qui représente, alors l'encours total 4,4 milliards et donc une part à 3,4 milliards pour les ESH. Alors on reste attentif à la Caisse sur le fait que les collectivités jouent le jeu des garanties, puisque je rappelle qu'on intervient en subsidiarité. Et donc, quand ce n'est pas le cas, on essaye d'intervenir auprès des collectivités. Peut-être aussi vous dire qu'on va garantir également le prêt, le PHB 2.0, transformation écologique de la Banque des territoires. Et vous passez également 2 messages, 2 points d'attention. Le principe d'équilibre des opérations présentées en garantie, c'est un point important pour la Caisse. C'est aussi une condition de la robustesse du modèle et de l'agrément de la CPR. Et puis, on vous demande aussi d'être attentif au délai de refinancement des opérations, à la fois sur le fonds d'épargne et de la saisine de la CG2LS, parce que des saisines trop tardives ou trop longtemps après, ça peut laisser penser que l'argent du fonds d'épargne et de sa garantie ne sont pas strictement nécessaires. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais je le dis parce qu'il y en a parfois et c'est pas simple, notamment au sein du comité des aides de la Caisse. Voilà, et je finis par la partie aide. Donc, en termes de plan d'aide, c'est pas les ESH qui sont majoritaires puisqu'il n'y en a qu'un. En revanche, au sein de la commission de péréquation et de réorganisation, sont bien les ESH qui sont les plus représentés, ce qui montre qu'elles sont particulièrement actives sur les projets de regroupement et de réorganisation. Donc les ESH ont représenté 61% des subventions accordées en 2024 et à date, en 25, vous représentez 90% de ces subventions regroupement. Et c'est pas fini, il y a encore des projets pour 2026. Voilà. Et sur le fonds de soutien à l'innovation, dont vous savez qu'un nouveau règlement est entré en application depuis le 1er juillet. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. La part des ESH, c'est à peu près 40% aujourd'hui, donc sur ce fonds de soutien à l'innovation. L'année dernière, vous êtes vu attribuer 3,9 millions. Et cette année, à date, c'est toujours environ 40%, on est à 2,5 millions. Voilà, sur un total de 10. Voilà, merci de votre attention et à disposition également pour répondre à des questions. Merci Emmanuel. Nicolas, on va poursuivre avec toi sur l'actualité au niveau d'Action Logement. Très bien, bonjour à tous. Merci Didier, merci Philippe pour l'invitation. Donc au niveau d'Action Logement, on a ouvert un AMI comme chaque année, un appel à manifestation d'intérêt le 12 septembre qui se terminera le 12 décembre pour vous permettre de déposer tous vos OS, vos ordres de service, et vous permettre de bénéficier de fonds qui sont soit des dotations, soit des subventions, soit des titres participatifs. La grande nouveauté de cette année, dans un contexte que vous connaissez, avec une empreinte médiatique assez importante, celui du contentieux avec la Fédération des OPH, c'est celui d'avoir révisé la directive cette année avec une révision qui permet d'avoir des conditions très favorables sur les titres participatifs, beaucoup plus favorables qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc on a des conditions qui ont été définies avec les partenaires. Et Didier le sait bien puisqu'il a été invité et convié avec l'ensemble des fédérations évidemment, pour pouvoir discuter de ces nouvelles conditions, notamment sur la directive dans son économie générale, puisqu'elle a été très partiellement
annulée par le tribunal administratif, mais il fallait malgré tout qu'on la revisite. Et tant qu'à la revisiter, on a invité, convié l'ensemble des partenaires, dont les fédérations, pour la modifier sur la base des demandes de la part des fédérations. Donc parmi celles-ci, il y avait la fédération des COP qui nous a demandé d'introduire l'accession sociale, ce qui a été fait, et vous pourrez déposer vos opérations en PSLA sur la plateforme pour cette année avec un barème dédié, et également le titre participatif avec des conditions qu'on n'a jamais vues aussi avantageuses dans le secteur concernant ce dispositif, puisqu'il est plus favorable à long terme que des dotations en fonds propres avec un retour prévu par le CCH sur les dividendes. Donc moi je vous invite effectivement à déposer, si ce n'est pas fait, hein, j'imagine que vous avez été rapide à le faire et que vous allez le faire dans les quelques jours qui viennent, puisqu'il en reste encore un peu plus d'un mois et demi pour se faire, à déposer vos ordres de service et pouvoir bénéficier des fonds pour cette année, sachant que nous sommes au mi-temps de l'exécution de la convention quinquennale. Hein. 2 ans et demi se sont passés depuis le début d'année 23, même si la convention quinquennale qui régit les financements d'Action Logement a été signée en juin 2023. Son début d'exécution, c'est janvier 2023, et donc sa terminaison, c'est fin 2027. Nous avons présenté en conseil d'administration une évaluation à mi-parcours que réclame le cadre quinquennal conclu avec l'État. Et cette évaluation à mi-parcours montre une consommation de toutes les enveloppes, personnes physiques comme personnes morales, puisque ce sont les 2 grandes catégories, et je peux rajouter une 3e avec les programmes nationaux qui couvrent la contribution d'Action Logement à l'ANRU et au programme Action Cœur de Ville. Nous avons démontré sur tant les personnes physiques que les personnes morales un bon état d'exécution de la quinquennale, puisqu'elle est en moyenne exécutée à 49%, ce qui n'est pas un chiffre totalement décorrélé d'un mi-parcours. On a néanmoins sur des différences ou des écarts entre les différentes lignes, avec une saisonnalité forte sur les fins d'année, vous l'imaginez bien. Donc un bilan à mi-parcours qui s'arrête à fin juin n'est pas totalement révélateur de l'activité. Elle va fortement augmenter avec le relevé de filet qui va s'opérer le 12 décembre, et grâce à vos demandes de fonds sous l'instrument financier que vous choisirez. Il reste à peu près 600 millions d'euros sur cette ligne pour terminer cette année, les 2 années suivantes de la convention quinquennale. Donc je vous invite à vous présenter nombreux pour pouvoir présenter des logements qui bénéficieront in fine, c'est le jeu chez Action Logement, aux salariés des entreprises. Merci Nicolas. Hakim, on va poursuivre alors sur les quelques bonnes nouvelles peut-être de la rentrée, hein, on évoquait la loi de finances. Mais on a pas mal évoqué, et donc on n'a à ce stade pas grand-chose à dire, bien sûr, sur la loi de finances. Mais au-delà, on a évoqué la question du livret A. Et effectivement, le président a rappelé qu'on était plutôt sur une bonne trajectoire encore. Mais je vais te laisser peut-être nous en parler sur février. C'était donc ça la question qui était prévue, d'accord. Non, mais excuse-moi. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi. Juste une précision, Didier. On parlait de 10 minutes. Je vois le timing. On a combien? 3-4 minutes? Bon, voilà. Tu dis pas, je peux être bavard. On est bon dans le timing, hein, pour tous les participants. On va essayer de boucler la table ronde à écart. Hein, okay. C'est ce que j'ai vu sur notre slide avec Karen. Alors j'irai très rapidement sur la remarque qui a été faite tout à l'heure par le président Pacheux, effectivement, sans s'exprimer sur la décision qui relève uniquement du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Effectivement, si on regarde donc la pure formule TLA 1,5 ester plus inflation, on regarde les deux paramètres sur 12 mois, on en a déjà quasiment passé 9 sur 12, donc on commence à avoir une certaine visibilité sur l'atterrissage du calcul, et donc je crois que tout à l'heure était évoqué quelque chose comme 1,5 en pur effet calcul. Voilà, je ne m'exprimerai pas, mais je trouve que c'est un ordre de grandeur qui reste intéressant compte tenu de ce qu'on constate en termes de taux de marché, d'inflation, etc. Donc voilà, en tout cas les perspectives pourrait être positive, et donc comme vous on va suivre ça avec grande attention et on est actif sur le sujet.
Si tu m'accordes quelques minutes en termes d'actualité, peut-être vous repartager les éléments qu'on a présentés en termes de nouvelles offres financières qui ont été déployées lors du congrès HLM. On sait que vous êtes à fond. C'est une année particulière en termes de visibilité, d'incertitude. On a déjà fait mieux, mais vous êtes au combat. Il y a des volumes d'activité. Nous, on le voit en matière de pur financement. Alors, il y a toujours ce décalage entre signature, versement, OS, etc. Je ne reviens pas sur ces cinétiques qui sont contrastés, mais en tout cas l'année dernière, on le disait, on était sur un plus haut historique en matière de prêts accordés au logement social et à la politique de la ville, et cette année sera à nouveau un plus haut historique. Pas forcément en nombre de logements, mais en nombre de logements, ça sera un niveau tout à fait confortable. Et deuxième élément, il y a les effets inflationnistes, le poids dans le plan de financement, etc. Et donc d'un point de vue financement mis à votre disposition, eh bien, cette année 2025 sera à nouveau sur un plus haut historique. En matière de financement nouveaux justement qui sont mis à votre disposition par rapport voilà, à toute l'action que vous portez au quotidien dans les territoires, pour synthétiser les choses, on a déployé des offres autour de 3 axes. Les 2 premiers sont assez naturels. Premier axe, c'est soutenir la production de logements abordables, la construction. Deuxième axe, c'est soutenir le développement d'un parc qui soit énergétiquement performant et qui soit adapté dans la mesure du possible à ce qui se préfigure à l'avenir. Et le troisième axe, par contre, un petit peu plus innovant, autour de la mise à disposition de financements concessifs pour soutenir la transformation du bâti existant pour en faire du logement social et également soutenir les opérations qui demandent de l'innovation autour du foncier. Alors sur le premier axe, je vais aller très rapidement, dispositif par dispositif, et si vous voulez des précisions, ça sera probablement sur la phase de questions. Donc on vient de redéployer une nouvelle enveloppe de 1 milliard d'euros de PLAI bonifié pour la reconstitution de l'offre en rue. Donc tout ce qui est reconstitution de l'offre en rue, au lieu du PLAI à TLA moins 20 points de base, eh bien on est sur du TLA moins 40, et donc ça soutient dans une certaine mesure, mais en tout cas ça accompagne eh bien, les équipes de ce type d'opération. Donc 1 milliard d'euros qui viennent d'être ouverts, et juste vous indiquer qu'en l'occurrence par rapport à toutes les opérations qui ont fait l'objet de Top Yoda entre la fin de la précédente enveloppe de 1 milliard d'euros et maintenant, donc des opérations qui étaient lancées, qui ont voulu bénéficier de l'ancienne enveloppe et qui étaient totalement consommées, eh bien on va rattraper toutes ces opérations parce qu'elles le méritent, qu'elles ont été ambitieuses en termes de cinétique. Donc il n'y aurait pas de raison qu'on voilà, qu'on ouvre a posteriori l'enveloppe et que ces opérations n'en bénéficient pas. Donc 1 milliard d'euros de PLAI, reconstitution de l'offre en rue, bonifiée à votre disposition. Deuxième axe en matière de logement abordable, autour du PLI, on en parlait avec toutes les réflexions, interrogations du moment au niveau européen, mais en tout cas, on a déployé en début d'année une nouvelle enveloppe de 10 milliards d'euros de PLI. 2 milliards d'euros que je mets de côté, c'est du refinancement pour les banques commerciales, mais 8 milliards d'euros, et donc schématiquement, sur 25-26, 4 milliards 25, 4 milliards 26, simplement vous dire que ce sont des enveloppes qui viennent soutenir ces opérations avec des caractéristiques financières qui sont pour le coup relativement atypiques et adaptées, justement pour générer de l'autofie pendant la période d'ici à la session. Et donc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, il y a la possibilité d'être sur des quantums de fonds propres qui restent relativement, je dirais, contenus, justement pour pas trop en consommer et pouvoir lancer vos opérations par ailleurs sur le logement social, mais également proposer des gros différés d'amortissement jusqu'à 15-20 ans, et ça pour le coup dans notre gamme c'est assez exceptionnel, avec en parallèle la signature d'un contrat de 500 millions d'euros de refinancement de PLI taux fixe sur ressources européennes, simplement pour un certain nombre d'acteurs qui pour voilà, du panachage d'index dans le cadre du bilan sont intéressés à avoir du PLI taux fixe. Et dernier élément, toujours pour soutenir la production de logements sociaux, comme vous le savez, on vient de déployer, d'ailleurs on est heureux de lancer un webinaire avec toi Didier dans quelques jours autour du programme Agile qui est porté par la Banque des Territoires pour soutenir la production de logements pour les étudiants. Je crois que en général, on était autour de 3-4 000 logements sociaux agréés par an. L'année dernière, on était à 9 800. Là, ça va probablement aller encore au-delà. Et donc, dans ce
cadre-là. Alors, un peu de technique, mais c'est simplement dire, le paradoxe, c'est que jusqu'à maintenant, vous étiez une université, et donc en complément du PLS, tout ce qui dépassait le montant de PLS, l'université avait le droit à du prêt phare, donc pas à TLA plus 111, mais TLA plus 60. Et quand on était un bailleur social pour faire du logement social, eh bien, on n'avait pas cet avantage. Et donc, depuis le congrès, eh bien, on ouvre cette possibilité aux bailleurs sociaux et on essuie un peu une anormalité pour justement soutenir les équilibres financiers de ces opérations pour le logement social dédié, agréé, étudiant. L'axe 2, pour un parc de logements performant et adapté. Alors un grand merci Nathalie, voilà, c'est toujours précieux voilà, quand une grande dirigeante du secteur parle des dispositifs qu'on essaie de mettre à disposition, et donc en l'occurrence Prioréno est à votre disposition, 100% gratuit, 4000 gigaoctets de données, et c'est un dispositif qui croise toutes les données, RPLS, fichiers fonciers, etc. On plug les API Enedis GRDF, on suit, si vous le voulez bien, sur autorisation en temps réel vos consommations énergétiques. Et pour en rester là, simplement vous dire, parce que ça fait partie de vos réflexions du moment, depuis le congrès HLM, on vous a mis gratuitement à disposition les données à l'adresse, pas à la commune, sur tout votre parc, sur les 7 principaux aléas au changement climatique. Donc une très bonne première base pour alimenter vos plans d'adaptation au changement climatique. Et dans le même temps, il y a des subventions d'études, des crédits d'ingénierie pour cofinancer vos plans d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, vous êtes dynamique par rapport à ça, on sait qu'on est au début de cette histoire, et donc ça, c'est à votre disposition. Et donc dans le même temps, j'essaie d'aller vite, n'hésite pas à me dire. Dans le même temps, justement, par rapport aux rénovations, nous, parmi les sujets, je dirais, de réflexion, d'interrogation, d'ailleurs, c'est vous qui nous le faites remonter, d'ailleurs, c'était l'un des groupes de travail de ce matin, c'était les équipes financiers sur les opérations de rénovation. Outre le fait que, moi, ce que je constate, c'est petit à petit un vrai pivotage de stratégie avec, sur les 10 dernières années, vraiment énormément d'actions en matière de rénovation thermique les plus ambitieuses. Et en fait, ce qu'on voit à l'échelle, c'est progressivement un recul pour aller, pas négatif, hein, mais pour aller sur davantage de rénovation par palier sur les logements existants. Et ça, on en parlait, c'était un dialogue, je dirais, stratégique en opportunité. Et ça, maintenant, on le voit comme un pivotage stratégique en termes d'orientation. Et donc, dans le même temps, se pose une question. On rénove pour la qualité de vie des citoyennes et citoyens au service desquels vous travaillez, pour avoir un parc adapté, un parc de long terme, etc. Mais il y a, déjà, les équilibres financiers sont compliqués. Point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que vous-même vous dites, mais en réalité, quand je regarde un peu mes factures, ce que je paye à la fin du mois, j'attendais une baisse un petit peu plus importante que ce qui était prévu. Et il y a des études, nous-mêmes en avons fait, mais on communique pas dessus, mais prenons des études qui ont été publiées et qui, côté État, soulignent le fait que l'impact réel des rénovations connaît une distance non négligeable avec l'impact théorique selon les audits. Donc, ce qui permet en ex-ante de faire les équilibres, etc. Et donc, sur cette base-là, nous, on apporte en lien avec l'État, en lien avec le secteur, on a eu une négociation pendant 1 an, et on a déployé, alors c'est mon petit bébé, il est tout petit, c'est pas à l'échelle, mais c'est une première brique. On vient de déployer, excusez-moi pour le mot un peu pompeux, mais une première de marché, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition et qu'on a signé les premiers contrats au congrès HLM, les premiers contrats de prêt à impact réel. Parce que ce qui compte, c'est l'impact réel sur les loyers pour les locataires qui sont dans votre part, et c'est également l'impact réel des rénovations que vous mettez en place, que vous financez, etc. Et donc, on part sur un éco-prêt. Je ne développe pas plus. Par contre, on suit en temps réel justement les consommations réelles post-rénovation à partir de Prioréno. Et sur cette base-là, et en fonction de l'écart entre la théorie et la pratique, plus cet écart est faible et plus vous aurez des bonifications. Et cette bonification, elle peut aller autour de 10 à 15 000 € par an. Et cet argent, l'objectif, après ça sera à disposition, c'est de la bonification, ça sera mis à disposition notamment pour accompagner les usages. Là où il y a une convergence de vues, c'est que, l'impact réel connaît une distance avec l'impact théorique, et que ça, il faut de plus en plus suivre les consommations réelles post-rénovation pour alimenter votre stratégie de rénovation. Et deuxième élément, outre le fait que parfois la qualité n'est pas
exactement au rendez-vous, mais on travaille au service des citoyennes et citoyens qui sont dans ces immeubles. Et donc, au-delà de l'approche théorique, il y a un impact réel sur les usages, et le pilotage ou l'accompagnement des usages devient aussi important que le pilotage de l'enveloppe autour du parc. Et donc, voilà, au travers de ce dispositif, petite première de place, on est heureux de l'avoir mis à disposition, déjà de nombreux contrats à signer, et donc sur les prochaines années, il y aura ce suivi qui va permettre d'alimenter les réflexions par rapport à la stratégie du secteur et peut-être du pays sur le résidentiel en matière d'impact des rénovations, et tout ce dialogue entre rénovation par palier, rénovation thermique les plus ambitieuses, etc. Et donc ça alimentera les réflexions. Et le troisième axe, c'est... Je suis taqué. Vous me dites, hein, je me calme. Hein. Le webinaire sur le logement étudiant, c'est le 7 novembre à 11h. Hein, pour tous les participants, hein, pour te permettre une petite pause. Vas-y, Hakim. Merci Didier. Et donc on compte sur vous pour être nombreux et nombreux. Et donc le troisième axe, autour de la transformation du bâti, et ça on sait que vous êtes nombreux et nombreux dans la salle en train de travailler sur des opérations, de les faire sortir, et les équipes d'opération, bon voilà, on est au tout début de cette histoire, et il y a une conviction, c'est que le secteur HLM, vous êtes en pointe sur la performance énergétique et carbone du patrimoine par rapport au reste du résidentiel. Mais une deuxième conviction, c'est que toutes ces évolutions structurantes, le secteur HLM a un rôle vraiment aiguillon, c'est de lancer de nombreuses opérations pour que le tissu industriel, le tissu du BTP, s'adapte à ces opérations qui n'ont rien à voir avec les opérations classiques sur lesquelles on travaillait jusqu'à maintenant. Et donc, pour être à l'échelle et avoir du coup des réductions de coûts unitaires, il y a le secteur HLM qui jouera un rôle essentiel. On en parle justement depuis des années sur des enceintes comme ça en table ronde. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce soit du réel, du concret, et on le voit notamment avec PHB Transformation Éco. On ne s'y attendait pas, il y a beaucoup plus d'opérations et de belles opérations que ce qui était prévu. Et donc, ce qu'on a déployé à votre disposition, et donc n'hésitez pas à nous revenir si ça vous intéresse. Premier élément, alors pour les financiers qui sont dans la salle, moi j'appelais ça le RIAT, comme ça on fait le pendant avec le RIAD 2, remise d'intérêt actuariel pour la démolition. Bon, maintenant c'est le Transfo Plus pour faire un peu plus marketé. Ce sont des remises d'intérêt actuarielles entre 5 et 10 000 euros au logement pour de la transformation de bâtis pour en faire du logement social. C'est à votre disposition, et là pour le coup ça va être un beau boost dans le cadre d'une enveloppe globale de 130 000 euros, donc il y a une partie qui est dédiée, et sur ces 130 millions d'euros, eh bien, ça permettra d'accompagner les équipes financières sur ces opérations très ambitieuses, et on le sait, qui coûtent cher. Deuxième élément, en termes d'innovation sur le foncier, je crois que c'était évoqué tout à l'heure, une très belle dynamique sur la dissociation foncier-bâti. Et donc ça, on le constate, on a mis à disposition le Gaïa. Maintenant, on est sur des structures qui sont innovantes, qui sont jeunes, et donc il y a une capacité d'ici à l'obtention, ben, ça fait le lien un peu avec pas mal d'interventions, d'ici à l'obtention de la garantie, nous, normalement, on ne verse pas. On ne verse pas l'argent tant que ce n'est pas garanti. Et donc, il y avait le duose sur la construction de logements sociaux, sur le PLAI plus PLS. Et donc, les OFS nous ont dit à juste titre, écoutez, vous êtes sympa, mais en gros, nous, on fait tout, sauf ça, nous, on est sur le foncier. Et donc, du coup, on a travaillé avec pas mal de contraintes de bilan, d'ALM, etc. Mais à la fin, on a obtenu l'accord du ministère de l'économie et des finances pour accompagner la dynamique actuelle sur la dissociation foncier-bâti. Et donc, on va déployer début 2026 le nouveau duose OFS, justement pour jointer sur le début des opérations où les structures préfinancent sur fonds propres, et ça, compte tenu des dynamiques actuelles, on apporte une solution. Et le dernier élément, pour accompagner les opérations en structuration type bois construction, bois rénovation, on met à disposition le Gaïa Habitat Social à 60 ans. Les équipes financières
n'était pas obtenu ou difficilement à 60 ans, et donc on l'a élargi à 80 ans comme on fait sur le global. Et donc à partir de maintenant, vous avez accès au Gaïa Habitat Social pour accompagner ces structurations spécifiques et donc accompagner justement le portage foncier avec bâti dessus, nu ou bâti à détruire, et pour soutenir la production de logement social. Donc voilà, j'ai essayé de faire rapidement, mais je crois qu'il y en avait une dizaine. Et on est à disposition, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on est à disposition pour vous les faire découvrir plus précisément. Voilà. Merci Hakim. Je vous propose d'applaudir tous les membres de la table ronde.